Mende appelle les responsables de partis et plateformes politiques au respect des décisions de la justice. Pour le porte-parole du gouvernement, l'état des droits ne gagne rien lorsque les institutions sont systématiquement galvaudées et discréditées. Veiller au contenu médiatique au cours de cette période électorale en RDC a fait partie du sujet qui a réuni les responsables des médias et le CESAC. Antena, le journal, Alain Kouka. Bienvenue au 19h d'Antenne, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Le gouvernement de la RDC exhorte les Congolais et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux à cesser de croire ou faire croire que les autorités congolaises sont moins préoccupées par le respect des droits de l'homme. Son porte-parole Lambert Mende, qui a tenu ce jeudi un point de presse à son cabinet à Gombe, a évoqué la nécessité d'une coopération positive comme principale revendication du gouvernement. Reportage. Dans son speech, le porte-parole du gouvernement a insisté pour que la lecture de la Constitution soit globale et non sélective. Référence faite à l'article 16 de la loi fondamentale qui stipule que toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Pour Lambert Mende, tous les Congolais doivent éviter de favoriser des comportements susceptibles de conduire la République démocratique du Congo vers des situations d'anarchie et d'ingouvernabilité. Est-ce à dire que le dialogue politique national inclusif conditionnerait la tenue des élections? Respecter la décision de la justice. On peut bien remettre en cause la décision de la Commission électorale nationale, mais lorsque l'affaire arrive devant le plaidoyer, on dit que lorsque une affaire entre dans une cour de justice, la politique ressort. Est-ce que si les décisions qui avaient été prises étaient favorables au G7, nous aurions été fondés de dire que la justice était instrumentalisée par le G7? Mais il y a des cas où tel candidat du G7 a été accepté par la justice et tel candidat de la majorité présidentielle rejeté par la justice. Mais nous respectons la justice. Au sujet de l'administration de la justice, en rapport avec le recours des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le gouvernement s'est dit satisfait des jugements rendus en dépit du mécontentement de certains requérants, entre autres le G7. Il y aura des élections, les élections sont inéluctables, dialogue ou pas dialogue. Donc les exemples de 2006 et 2011 vous prouvent que les élections sont inévitables. Personne n'a dit que sans dialogue il n'y a pas d'élection, mais les élections seront meilleures, pourront être fiables puisqu'elles n'ont de sens que si elles sont fiables, que si elles sont transparentes, que si elles sont démocratiques et que si elles sont apaisées. Toutefois, les erreurs ne sont pas à exclure dans le fonctionnement des cours et tribunaux congolais. Ne dit-on pas que toute œuvre humaine est imparfaite? La Cour d'appel de Mbandaka a rendu hier mercredi son verdict en déclarant recevable mais non fondé les plaintes des candidats gouverneurs de l'Équateur et de la Chuapa présentés comme indépendants et écartés de la course par la CENI. Nous retrouvons sur place notre correspondant à Mbandaka, José Maza Osukuma, joint au téléphone par Sylvain Kapombo Sengele. C'en est fini. La Cour d'appel de Mbandaka a tranché sur le contentieux électoraux qui opposait les candidats vice-gouverneurs et gouverneurs et quand c'est par l'institution d'appui à la démocratie. Recevable mais non fondé, quel était le mot-clé que le verdict de la Cour d'appel de Mbandaka avait utilisé et qui a donné gain de cause à José Makila sous mandat de la province du Sud-Ubangi au détriment du MLC et parti de la Chuapa contre la majorité présidentielle. Les autres candidats, notamment Gabriel Bolingue de l'Équateur et Jacques Tioli de la Chuapa, sont d'office écartés de la course. Sylvain, la Cour d'appel de Mbandaka a tout simplement entériné la décision de la CENI. Mbandaka, José Maza Osukuma, antenne A. De Mbandaka, José Maza Osukuma, antenne A. Et puis les membres du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, ont eu une séance de travail ce jeudi avec les responsables des médias à l'hôtel Sultani à Gombe. La responsabilité des patrons de presse dans l'amélioration qualitative des contenus médiatiques était au cœur des échanges. Sylvie Fortuné Mboula, Juzan Belebele.
Les médias doivent accompagner la nation dans les processus électoraux en cours pour avoir des élections apaisées et crédibles. Voilà qui justifie la séance de travail entre le membre du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et les responsables des médias. Au cours de cette rencontre, Tito Ndombi, président du CESAC, a évoqué des défis qu'il faut relever. Il a exhorté les patrons de presse à surveiller le contenu de leurs médias en cette période, car, a-t-il rajouté, la liberté de la presse implique minimum d'exigences. Mais la liberté de la presse ne saurait s'exercer sans prise en compte d'un minimum d'exigence. Le Conseil a toujours communiqué, échangé et favorisé des rencontres comme celle de ce jour en vue de rationaliser ses rapports, de renforcer sa collaboration avec les médias. Le président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a salué l'initiative du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a pour mission de veiller à la qualité de la production médiatique et promouvoir l'excellence, invite les médias à saisir l'opportunité qu'offre la TNT pour améliorer leur contenu. Renforcement des capacités des acteurs à travers le tutorat clinique et les autres approches pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le thème de la journée scientifique organisée ce mercredi par le Programme national de lutte contre le VIH en collaboration avec la Croix-Rouge française. C'était dans la salle de réunion du PNLS à Gombe. José Moussangana, Mathieu Ngalipovi. Cette journée scientifique sur le renforcement de capacités des acteurs à travers le tutorat clinique vise l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le sujet principal de la journée d'aujourd'hui était justement la mise en place de ce tutorat dont on vient de parler. Alors qu'est-ce que c'est que le tutorat ? Il faut être clair. Eh bien, il y a une équipe qui travaille déjà très bien dans le domaine du VIH, la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et cette équipe va aller travailler avec une autre équipe, va vivre pendant une semaine avec une autre équipe pour justement améliorer les connaissances, améliorer la compétence et puis améliorer toute l'organisation du travail dans cette structure qui est une structure à tutorer. Et cette structure qui a été tutorée, à son tour, va devenir une cellule tutrice pour, justement, d'autres centres. Et les formations ne seront jamais suffisantes en RDC, compte tenu de l'étendue du territoire, pour vraiment former les gens. Donc, il faut qu'il y ait ce partage d'équipe à équipe et qu'on puisse formaliser ce partage. Et c'est ça que le tutorat apporte. À travers un partage fructueux d'expériences, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'expérience pilote, approche mère-mentor, résultats évaluation de la qualité des services VIH et l'utilisation des standards pour le renforcement des capacités. Les femmes œuvrant au sein du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ont célébré la journée du 8 mars à l'hôtel Sultani en présence de leur coordonnateur François Mwamba. Et hier mercredi, le coordonnateur du MNS a pris part à une matinée organisée par le Rotary Club International. Sylvie Fortune Mboula et Pression Mangonzoy, reportage. Le 19 mars 2016, François Mwamba-Tchimbi a reçu dans son cabinet de travail le groupe de réflexion de jeunes et intellectuels de la province du Nord-Kivu. Conduit par son président, José Kajangwa, qui est venu soumettre au coordonnateur du mécanisme national de suivi le problème qui oppose les Hutus et les Nandés, le coordonnateur a rassuré qu'il va s'impliquer personnellement pour trouver une solution à ces problèmes. Toujours ce même mercredi, François Mwamba a pris part à une activité organisée par Rotary Club International à l'hôtel Memlink. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, devant le membre du Rotary, a brossé de fond en comble les questions de paix en RDC ainsi que dans la région de Grand Lac. Il a profité de cette même occasion pour expliquer le contenu de l'accord 4 d'Addis Abeba ainsi que le niveau de la mise en œuvre et les performances réalisées par la RDC. En février 2013, cette fois, a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie, un instrument à portée géopolitique plus large
Il s'agit de l'accord cadre pour la paix et la sécurité pour la République démocratique du Congo et la région. L'accord cadre comporte 6 engagements nationaux, 7 engagements régionaux et internationaux. Actualité oblige, les femmes du mécanisme national de suivi ont été honorées ce 8 mars par la présence du coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba Tshishimbi, pour partager un verre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. François Mamba, en bon père de famille, leur a encouragé de persévérer dans le travail, car seul le travail apporte le bonheur. Journée internationale de la femme encore. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a voulu faire honneur à la femme en confiant à ses étudiants toute l'organisation des activités y afférentes. L'objectif était de montrer aux yeux du monde que la femme est aussi capable et entreprenante que l'homme. Reportage pour Lidor Ngaziami. La journée du 8 mars est dédiée à toutes les femmes du monde. C'est une occasion pour elles non seulement de jubiler, mais aussi de réfléchir sur leur rôle et leur apport au développement de la société. À l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, tout s'est déroulé selon le programme. Et au menu, des discours prononcés par des étudiantes, de l'animation musicale, du judo, de la boxe et un concours culinaire qui a consisté à préparer un plat très familier au quinoa, à savoir du chinchard accompagné des légumes. La cour a été bien animée car, hormis la musique qui a mis en exergue le talent féminin, les étudiantes ont livré une partie très disputée de Nzango. À travers ce combat de boxe 100% féminin, l'assistance a pu comprendre que la femme peut faire autant que l'homme. La femme, pour le développement de notre pays, elle est vraiment à la hauteur. Elle a des capacités comme les hommes. Et nous sommes à mesure de faire tout. Si certains se sont fiés à l'aspect ludique de la journée du 8 mars, d'autres par contre ont su en tirer un profit intellectuel. C'était une bonne journée. Nous avons retenu encore de cette journée l'importance de l'informatique, l'importance des sciences commerciales que ISIPA nous offre. La journée s'est clôturée dans une ambiance bon enfant, en laissant un sentiment de satisfaction et d'espoir chez les uns et les autres. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'agence Galaxy Media a organisé mardi une conférence débat sur la fistule obstétricale, ce à l'intention des hommes et femmes des médias. C'était donc à l'agence Galaxy Media, un reportage signé Anne-Marie Ossite et Juzan Belebele. Appliquons la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030, tel est le thème choisi pour cette année. Une occasion offerte par les femmes de médias de l'agence Galaxy Media qui ont organisé une conférence débat sur la fistule obstétricale qui constitue une forme de violence à l'égard de la femme. C'est une violence faite à la femme, une violence obstétricale. La femme, en général, vit comme un membre de la société avec un faible revenu, qui n'a pas le pouvoir de décision, qui n'a pas pu accéder aux soins parce qu'elle n'avait pas cette possibilité-là. Moment d'échange et de partage pour les femmes en général et celles de l'agence Galaxy Media en particulier qui ont voulu fêter à leur manière cette journée leur dédiée. Les combats de femmes est une lutte de longue haleine. Cela implique que les deux sexes s'associent pour éliminer toutes les barrières et freins à l'épanouissement de la femme en général et de la Congolaise en particulier. Occasion pour les personnels de cette agence en communication d'exprimer leur gratitude aux promoteurs de cette unité de production. L'opportunité nous est offerte en cette journée internationale de la femme d'ajouter d'autres notions à nos connaissances. C'est la raison d'être dans ce lieu du docteur Dolores Membunzu. Il faut dire que cette conférence débat a permis aux professionnels des médias de l'agence Galaxy Media de comprendre la fistule et les modes de prévention. Au ministère même, la Journée internationale de la femme a été célébrée d'une manière tout à fait particulière.
Donc ce ministère a organisé le 8 et le 9 mars une sorte de convention des femmes à son siège social situé sur la 8e rue Alimété. Cette activité visait à sensibiliser les femmes sur leurs vraies valeurs dans la société. Et c'est le président de ce ministère, l'apôtre Léopold Mutombo, qui en a fait l'annonce lui-même au micro de Africa Mujinga et David Tembeni. Reportage. Le monde entier a célébré le mardi 8 mars la Journée internationale de la femme sous le thème Planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons les pas pour l'égalité des sexes. Au ministère Amen, c'est un double événement car cette date coïncide avec l'ouverture de la mini-convention des Mamas Bizalili pour l'épanouissement de cette église, comme l'a expliqué son pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Pour ce mois de mars, nous avions un calendrier déjà préétabli au sein de la communauté, le 8 et le 9, que nous ayons 2 jours à partager dans la suite de la leçon que je donne aux femmes depuis le début de l'année. Cette session axée sur les femmes qui influencent poursuit 2 objectifs majeurs. La femme telle que Dieu l'a créée regorge beaucoup de potentiel éternel. Et tout au long de cette année, nous avons des objectifs très clairs. Là où nous voulons amener la femme sur le plan mental, sociétal, spirituel, ecclésiastique. Le ministère Amen est l'une des églises qui valorise la femme et contribue au développement non seulement de l'église, mais aussi de la République démocratique du Congo. Et puis le ministre de la Santé publique a porté sur le fonds baptismaux le livre Drépanocytose, tout l'or du monde. Ce mardi 8 mars, au centre Wallonie Bruxelles à Gombe. Ce livre est destiné à la communauté afin d'éradiquer tout risque d'anémie SS ou de la drépanocytose. Les détails avec Patricia Basson. Écrit par le père Henri de la Cutule de Riox, ce livre est un manuel de sensibilisation sur la drépanocytose ou l'anémie SS. Cet ouvrage illustré est destiné à être utilisé à l'école primaire jusqu'à la classe terminale du secondaire. Drépanocytose, tout l'or du monde, est destiné non seulement aux élèves, mais à toute la communauté. Méfiez-vous quand même des couples à risque AS et AS, parce que c'est pas vous qui risquez de balancer dans l'existence un petit homme, n'est-ce pas, SS, n'est pas possible d'annoncer, de promettre et d'engager un petit homme dans une vie qui commence avec la souffrance et la douleur. Le ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabangui, qui a baptisé ce livre, a indiqué que cet ouvrage vient renforcer la gamme des manuels de sensibilisation qui existent déjà dans la collection de l'auteur et adaptés à tout âge. Je voudrais remercier toutes ces personnes, agents de santé et agents communautaires, toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie à lutter ou à accompagner des personnes qui souffrent de la drépanocytose à travers toute la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, faut-il savoir, l'anémie SS touche environ 25 à 30% de la population sous sa forme hétérozygote AS et 2 à 3 de nouveau-nés homozygotes SS, dont 75% meurent avant l'âge de 5 ans. Place à présent à la revue de presse dans une sélection en commentaire de Don Loumat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le verdict de cour d'appel font la une des quotidiens Kimwan. Ainsi, Forum des As titre à sa une, candidat retenu pour l'élection des gouverneurs, les cours d'appel valident l'arbitrage de la CENI. Les juridictions de Mbandaka, Lubumbashi, Koulou, Mbujimaï, Bandundouville ont tous délibéré. Il ressort de ces arrêts que la quasi-totalité des candidats indépendants ou ceux qui se sont présentés sous les couleurs des partis politiques qui font objet de dédoublement ont été simplement écartés. Il ne s'agit pas que des candidatures des opposants qui sont rejetées par le cours d'appel. Certains candidats de la majorité présidentielle en paient aussi les frais. Dans la province du Koulou, note la référence plus, la cour de Bandundouville en panne à cause des preuves apportées par Michel Balabala
démissionnaire du Palou, et Sinda Oudjou, dont le dossier était disparu à la CENI alors qu'il disposerait d'un accusé de réception. Présidentielle 2016 RDC vers une candidature unique de l'opposition. Le journal La Percée qui note dans ses colonnes « Faute, la CAF désigne les arbitres pour les 16e de finale ». Un trio arbitral du Swaziland a été désigné pour officier le match de Ligue des Champions entre le tout-puissant Mazembe et Saint-Georges prévu le dimanche 13 mars au stade Bahir Dar Stadium, alors que l'autre représentant congolais en Ligue des Champions V-Club recevra le même dimanche Club Ferroviaire au stade Tata Raphaël sous la direction d'un trio arbitral érythréen. Fin de cette revue de presse, merci d'avoir suivi et à la prochaine. J'en viens au grand format de ce journal. Le Front de Libération Nationale du Congo, FNLNC, a repris ses activités politiques. L'annonce a été faite par son président national, Eli Kaping, à, je le cite, dans la commune de Mangafula, au siège du parti. L'occasion aussi pour lui, de se prononcer sur les questions brûlantes de l'actualité. Le commentaire de Polydor Lazami sur les images de Safi Malé. 8 mars, Journée internationale de la femme, c'est aussi le jour choisi par le président national du Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, pour annoncer la reprise des activités politiques du parti. Une annonce marquée par la remise des emblèmes. Nous venons de rentrer dans notre pays, reprenant nos activités politiques comme nous fîmes des années 1957 jusqu'au 24 novembre de 1965. Une occasion aussi pour Kaping Eli de faire le tour d'horizon de la situation politique du pays. En effet, devant une foule de militants, alliés, cadres et membres du bureau politique du FLNC, il a livré son message en lui donnant un caractère universel dans un style spécial. D'abord, rappel de quelques dates et appel à la réflexion, le dans le préambule. Le moment propice de protéger et de respecter à tout niveau de cette démocratie qui a été publiée en 1990 est arrivé. Nous sommes dans une période d'urgence. Il est temps que nous puissions parcourir dans tous les lieux pour découvrir combien ils sont. Ceux qui cherchent encore à emporter notre liberté et développement, notre unité, et celles qui veulent nous diviser, et celles qui ont toujours l'habitude de saboter notre voie. De plein pied dans son message, Kaping Eli Kanyimbu présente le FLNC comme le parti de libérateurs et l'ambition de soutenir les victimes du sabotage politique. Aujourd'hui, le temps nous est donné enfin de réfléchir sur notre avenir. En ces jours, nous vous envoyons faire porte à porte pour enseigner la paix et la liberté aux citoyens et citoyennes. Oui, je sais que vous aurez une tâche très lourde pour convaincre et récupérer les opprimés à cause des barrières invisibles. Raison pour laquelle je vous les donne des bulldozers. Notre mission principale est de soutenir les abandonnés, les malades, les pauvres, les hommes sans parole, les femmes sans mot, les enfants qui sont orphelins et orphelines. L'union des neutralistes indépendants, c'est le système politique mis sur pied par Kaping Eli Kanyimbu et le FLNC pour un rôle précis. Le rôle principal de ce système est d'amener la conciliation, la réconciliation, la défense, la sécurité, la paix, la joie, le travail et le développement à tous qui tiennent toujours courage d'aimer leur propre terre. Dans son message, Kaping Eli évoque l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il présente comme le manteau de mensonges qui couvre le dialogue inclusif qu'il refute d'ailleurs. Nous, comme FNLC, voilà les accords cadres d'Addis Abeba. Ce n'est pas que ce sont les Éthiopiens qui ont décidé de faire l'accord en envoi au Congo comme circulaire international. Non. Ce sont les assises qui ont eu lieu entre les membres du gouvernement congolais et le M23. Alors, quand ils ont signé cet accord à Nairobi,
C'est comme ça que la CIRGL a pris la responsabilité pour dire les accords cadres d'Addis Abeba. Alors cet accord-là, si le FLNC et ses alliés et le peuple congolais l'acceptent, c'est que nous venons d'accepter la guerre qu'ils ont fait le 20 novembre 2012 à Goma. Parce que ce sont les originaires qui ont demandé ce dialogue. Et là, maintenant, ils ont demandé le retour de 45 000 familles, ils ont demandé des postes ministériels, et fin de fin, on risque de nous ravir déjà le pays. C'est pourquoi nous disons que ce dialogue, c'est l'adversaire du peuple congolais. Le FLNC refute par ailleurs toute ingérence étrangère dans les affaires de réconciliation congolaise. Pour le FLNC, le dialogue est sans objet. C'est plutôt la conférence nationale souveraine qu'il faut rouvrir et finir, ce qui donnera lieu à un gouvernement de large union nationale avant l'organisation des élections. La conférence nationale souveraine, c'est une souveraineté du pays. Et c'est là où on change, c'est là où on détermine, c'est là où on compose des institutions. Et le dialogue, c'est une rencontre où de 2 ou 3 personnes ou de 3 amis qui ne s'entendent pas et doivent chercher une conclusion. Les élections n'auront pas lieu parce qu'il y a premièrement une forte tricherie, comme vous avez vu. En premier lieu, et on a échoué les élections qui étaient prévues le 28 octobre 2015. Nous avons déjà payé l'argent pour toutes les candidats députés. Mais on ne nous a pas encore remboursé cet argent-là, nous tous, toute la République démocratique du Congo. Et cette élection a échoué. Maintenant, vous prenez exemple. On vient de dire qu'il y a les élections le 28 mars de gouverneurs. Qui doit voter ces gouverneurs si les députés n'étaient pas à voter? Après ce message, il a été organisé la cérémonie d'échange de vœux entre d'une part le président national du FLNC et d'autre part les cadres du parti, les alliés et le bureau politique du parti. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et l'initiation à la citoyenneté Makia Mwangu a séjourné récemment dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Olomami. Il était allé remettre officiellement les écoles réhabilitées dans le cadre du projet PRIS. C'est le deuxième format que nous propose Dieu merci Mabiala. Lundi 29 février à Lubumbashi, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Makia Mwangu est accueilli par le maire de la ville. Ensuite, il a eu des entretiens avec le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga. Des entretiens qui vont essentiellement tourner autour de l'objet de sa visite. L'audience bouclée cap vers le complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi. Une école construite selon les normes modernes et bâtie sur 3462 mètres carrés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Elle comprend 38 salles de classe, 98 bureaux, une salle de réunion informatique, 68 blocs de toilettes séparés pour filles et garçons. Mardi 1er mars, le ministre de l'EPS Inc. et sa délégation, constituée notamment du sénateur Tambon Kounou et du député national Célestin Bouyou, prennent l'envol pour Kolwezi, dans l'actuelle province du Lualaba. Un accueil chaleureux leur est réservé par le commissaire spécial Richard Mouyej Manguez-Mons, ses adjoints et la population. Ici, à Kolwezi, Makia Mwangu a remis officiellement les écoles primaires Ekima et Toussaïdiane. La construction de ces écoles est une consolation pour la population qui attend beaucoup du chef de l'État, Dixit Mouyej Manguez-Mons. Ce bâtiment que nous allons inaugurer, c'est un signal d'espoir. Et de mémoire d'historien, je ne sais pas s'il y a eu un gouvernement qui a soutenu un programme comme celui soutenu aujourd'hui par le programme sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de construire une école. Je ne crois pas. Le programme est ambitieux et ce n'est que justice. Nous devons rendre justice à cette population, à ses parents, à ses enfants qui attendent beaucoup de nous.
Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a pour sa part martelé sur le fait que pour construire un Congo fort et prospère, tel que le souhaite le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école, tous sexes confondus, et non dans les mines. Il y a quelque temps, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a généré que partout, à travers toute la République, il peut Luena, il peut Kolwezi, il peut Kinshasa, il peut Kipushi, nafasi zote. Vous respectez les mêmes normes et vous construisez les mêmes types d'écoles. À l'issue de la cérémonie de remise de l'école primaire Ekima, le ministre est accompagné par les élèves en tenant des chants d'allégresse jusqu'au véhicule qui devait le transporter. Le ministre et sa délégation visitent aussi le gouvernorat de la province en plein chantier avant de se rendre à l'atelier brûlé en 2014 par les finalistes ayant échoué aux épreuves de l'examen d'État. Cet édifice se trouve dans un état de délabrement total, ce qui n'a pas manqué de retenir l'attention de Maker Mwangou Famba pour la remise officielle de l'école primaire Boussénou. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Prochain avec les informations, c'est ce vendredi dès 7h30. Vous retrouverez à 19h. Merci Nzog Mabiala. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antena. Bonsoir.